Salut internet, comment ça va? Petite devinette pour vous. Quels sont les points communs entre Pokémon et Yu-Gi-Oh? Mis à part que les deux viennent du Japon, qui sont sortis dans les années 90 et qu'ils ont eu un énorme succès, le point qui me semble le plus important est que les deux sont vus comme des dessins animés et des jeux pour enfants. Sauf que non en fait. Et particulièrement pour les jeux. Aujourd'hui, ce cliché est de moins en moins répandu, mais les jeux Pokémon ne sont pas que pour les enfants. Alors certes, le public cible reste les 6-12 ans, mais les adultes jouent également. Et ce n'est pas rare de voir un salarié de 25 ans se taper une game sur sa version Pokémon. Et là, je sais ce que certains vont dire. Oui, c'est surtout de la nostalgie, au fond, le jeu, ça reste une initiation au RPG pour les jeunes, Pokémon n'a pas vieilli avec son public, blablabla. Et à ça, je vous répondrai oui. Et non, tout ça n'est pas faux dans l'absolu, mais ce serait oublier que Pokémon est également un jeu de stratégie. PV, IV, faiblesse, résistance, stats d'attaque, de vitesse et bien d'autres joyeusetés qu'un non-initié aux maths comme moi ne porte pas dans son cœur. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille entre autres la vidéo Pokémon 2 de Link the Sun et la chaîne Pokémon Trash. Pokémon est donc un jeu qui peut être très stratégique par bien des aspects. Et bien Yu-Gi-Oh, c'est pareil. Au fur et à mesure des années, le jeu de cartes sorti en 1999 par Konami a évolué et propose des stratégies de plus en plus complètes et complexes. Commençons dans la cour d'école par des techniques comme trou noir plus renaissance au monstre, attention, paye ton génie, pour arriver à des XYZ, synthétiseurs et autres monstres à effet, le jeu est un régal pour les amateurs de réflexion. Sauf que, comme je vous l'ai dit, les stats, c'est pas mon truc. J'ai donc décidé de foutre en l'air mon intro et de parler des techniques utilisées dans l'anime qui ne marcheraient pas en vrai. Évidemment, il y aura des spoilers, mais bon, on ne parlera que de la saison 1 sortie il y a un moment déjà. Alors sortez vos smileys sur la main, vos objets du Millennium, ainsi que l'âme des cartes, et c'est parti! Numéro 10, le brouillard qui lave en un éclair. C'est lors de l'épisode 5 de la saison 1 que se passe l'absurdité. Alors que la grosse mythe ultime d'Insectoraga propage des spores empoisonnés sur le terrain, Yugi utilise la brume magique afin d'évaporer l'effet de son adversaire, et invoque ensuite le squelette malfaisant qui profite de l'eau laissée par la brume pour multiplier sa puissance. Cette scène pose plusieurs problèmes, et toutes posées par une seule carte, Makyu, la brume mystique. Vrai nom de la carte, brume mystique. Oui, parce que vous allez voir qu'en plus des techniques, Yu-Gi-Oh aime bien modifier le nom pour le meilleur et pour le pire. Bref, lisons ensemble les effets de Makyu. En gros, cette carte permet au squelette malfaisant ou à un monstre de type tonnerre que vous contrôlez de détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire si sa défense est inférieure ou égale à l'attaque de votre monstre. Et une fois l'effet de cette carte utilisé, vous ne pouvez pas attaquer votre adversaire. En partant de là, 3 conclusions viennent à nous. La brume n'a aucunement l'effet d'enlever les spores de la grosse mythe. Le crâne invoqué ayant une défense inférieure à celle de son adversaire, il ne devrait pas pouvoir utiliser les bienfaits de la carte. Et pour finir, il ne devrait pas pouvoir attaquer même si l'effet était d'augmenter la puissance du squelette. Comme régulièrement dans Yu-Gi-Oh, les règles sont assouplies pour que notre héros gagne la partie. Numéro 9, mot noir. Dans l'épisode 7 de la saison 1, Yugi se bat contre Mako, un duelliste de la mer. Alors que l'océan et les monstres de Mako encerclent Yugi, ce dernier invoque le soldat géant de pierre afin de détruire la carte de la lune mystique, permettant de faire monter la marée et ainsi faire en sorte que les monstres de Mako monopolisent le terrain. Est-ce que la description ne suffit pas par elle-même? Si on peut accepter le fait qu'une carte ne servant à la base qu'à augmenter l'attaque et la défense des monstres de type bête guerrier de 300 points puisse faire monter la marée, l'explication étant que sur l'île du tournoi, les terrains sont adaptés à l'environnement, il est ridicule de penser que le soldat géant de pierre, un monstre sans le moindre effet, puisse détruire la lune. Mais bon, c'est ça être un toy. Numéro 8, Château des Ténèbres et Épée de Lumière. Lors des épisodes 14 et 15 de la saison 1, Yugi affronte Panic, un homme de main de Pegasus, afin de récupérer les étoiles de Mai. Lors de ce duel, Panic utilise le château des illusions des ténèbres afin de remplir d'un voile d'ombre toute sa partie du terrain, permettant ainsi à ses créatures de rester cachées. Mais en contre-attaque, Yugi utilise les épées de révélation de la lumière afin de... mettre de la lumière, et la tortue catapulte pour enlever l'anneau de flottaison du château, ce qui détruit ce dernier. Putain de bullshit! Le château des illusions des ténèbres n'a jamais eu le pouvoir de mettre les ténèbres sur le terrain, pas plus que les épées qui feraient l'effet inverse, et je ne parle même pas de la tortue ninja. Le château augmente les points de vie des monstres zombies, la tortue elle permet de sacrifier un monstre pour faire des dégâts directs à l'adversaire, et les épées je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer leur utilisation. Putain du premier coup. Et là, ce n'est pas comme avec la lune et la marée qui sont un twist de fin de combat. Non! Là, avec Panic, c'est sur ça que repose tout le putain de duel. Il craque! Numéro 7, les yeux de glace. Alors que Mai et Yugi s'affrontent pour la première fois pendant les épisodes 29 et 30 de la saison 1, Mai utilise le mur miroir permettant ainsi de diviser les points d'attaque du monstre adverse par 2. Elle combine cette carte avec l'ombre des yeux, obligeant les monstres adverses à rester en mode attaque et à attaquer par la même occasion. Une terrible combinaison qui a failli pousser notre héros dans ses derniers retranchements, une stratégie de maître, un tour de force, un...
Combo totalement infaisable en vrai. Bien que le mur miroir réduise effectivement la moitié des points d'attaque des monstres adverses, l'anime oublie un léger détail. Le détenteur du mur miroir doit payer 2000 points de vie à chacun de ses tours pour que sa carte ne soit pas détruite. Et comme dans l'anime les points de vie sont justement 2000, je pense pas que Mike tiendrait très longtemps. Mais bon, on va dire qu'ils ont omis un détail de la carte, c'est pas grave en soi. Par contre pour l'ombre des yeux qui n'est pas une carte piège continue, on en parle ou pas ? Numéro 6, l'abus de Pegasus. Partie 1. Oui, je dis partie 1 parce qu'il cheat pas mal le salopio. Alors oui, c'est l'inventeur du jeu, donc il fait un peu ce qu'il veut, mais bon, il est quand même gonflé. Et on va attaquer avec les épisodes 38 et 39 de la saison 1. La fin du duel Yugi contre Pegasus. Et l'apparition de la plus puissante des créatures de ce dernier, l'abandonner. Ce monstre permet à Pegasus de se servir des monstres de Yugi afin d'augmenter ses points d'attaque et de s'en servir comme bouclier si besoin est. Et bien sûr, si le monstre servant de bouclier est détruit, c'est Yugi qui perd ses points de vie, hein. Faut pas déconner. Une carte plutôt cheatée, moi je dirais. Trop cheaté en fait, puisque les vrais pouvoirs du renoncé sont les suivants. Ce monstre peut prendre l'attaque et la défense d'un monstre de votre adversaire sur le terrain. Ouvrez la parenthèse, un monstre face verso se solde par une attaque et une défense de 0. Fermez la parenthèse, point. Traitez le monstre sélectionné comme une carte magique d'équipement et utilisez-le pour équiper le renoncé, point. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et vous ne pouvez équiper le renoncé qu'avec un monstre à la fois, point. Si les dommages de combat sont infligés à vos points de vie, ils sont également infligés à ceux de votre adversaire. En gros, Pegasus, il prend l'effet d'origine et il le gonfle à mort. Pire qu'un spam pour l'allongement du pénis, ce mec. Numéro 5, trop kawaii. Dans l'épisode 24 de la saison 1, Yugi est acculé. Kaiba a sorti le terrible ultime dragon blanc aux yeux bleus et notre héros n'a qu'un faible Kuribo sur le terrain. Mais c'est sans compter la carte multiplicateur qui permet de dédoubler la petite bestiole à l'infini. Cela combiné avec la flèche vivante sur le cimetière de Mammouth, putain ça doit avoir aucun sens pour les gens qui connaissaient pas Yu-Gi-Oh! Résultat, le dragon de Kaiba perd des points d'attaque à chaque tour tout en ne pouvant détruire les Kuribo de Yugi qui se multiplient à l'infini. On va mettre de côté la flèche qui en fait permet de détruire toutes les cartes magiques face recto sur un adversaire tout en lui infligeant des dégâts pour se concentrer sur un problème plus grave. Voici un plateau du jeu Yu-Gi-Oh! On a une pioche, un cimetière, une partie pour les monstres, une partie pour les cartes magiques et pièges, une partie pour les terrains, le deck fusion, etc. etc. C'est simple, pratique et efficace. Maintenant, voici ma question. Où est-ce que Yugi peut mettre tous ces putains de monstres? Si c'est des monstres, il peut en mettre que 5, et si c'est des cartes magiques ou pièges, ben c'est pareil. Encore une fois un bel exemple de YOLO dont sait faire preuve la série. Numéro 4. Nom de Zeus. Est-ce que vous connaissez le Deus Ex Machina? Pour faire simple, c'est un événement inattendu qui viendra sauver la situation pour les protagonistes. Yu-Gi-Oh! Est rempli de Deus Ex Machina, mais pour moi, aucun n'est plus à même de coller à la définition que le magicien du temps. Avant d'expliquer le pourquoi du comment, petite remise en contexte. Au début de l'anime, Joe est montré comme le meilleur ami de Yugi. Il est fort, brave, il protège son pote, mais c'est aussi un crétin au grand cœur, ce qui fait de lui un bon comic relief. Comme Yugi, il aime jouer au duel de monstres, mais contrairement à ce dernier, il est nul. Malgré son manque de talent certain, il décide de participer au tournoi de Pegasus afin de remporter la prime pour pouvoir guérir sa sœur malade. Par ce geste, Joey nous montre sa bonté, sa grandeur d'âme, sa détermination, sauf qu'il est toujours à chier. Oh, je te remercie de tout cœur. Et afin de ne pas le faire devenir fort beaucoup trop vite, Kazuki Takahashi, le créateur du manga, a eu une idée brillante. Lui donner son propre Deus Ex Machina. C'est pourquoi, avant de débarquer sur l'île, Yugi donne à Joey le magicien du temps. Grâce à cette carte, Joey se sortira de nombreuses situations périlleuses, comme son combat contre Mai ou Rex Raptor, et amènera Yugi lui-même dans ses derniers retranchements. C'est beau tout ça, sauf que c'est fait de manière non réglementaire, on va dire. Quand on était petit, et moi le premier, le fait que le bébé dragon devienne un dragon millénaire ou que le magicien des ténèbres se transforme en sage des ténèbres parce que le magicien du temps faisait avancer le temps nous semblait logique. Sauf que dans les faits, bullshit, complètement. Pour le dragon millénaire, il faut une polymérisation et pour le sage, il faut sacrifier son magicien sombre après avoir activé l'effet du magicien du temps. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas totalement pareil. Mais bon, j'accorde une chose à l'anime. Sur ce point, j'aurais préféré que le jeu de cartes se fasse de cette manière et pas à coup de polymérisation. Ça aurait été tout aussi dur à faire et ça aurait eu plus de suspense. Donc pour une fois, point pour l'anime. Numéro 3, Tex Avery chez Yu-Gi-Oh! J'avais dit qu'on reparlerait de Pegasus et des stéroïdes qu'il applique à ses monstres, et ben c'est le moment. Avant d'affronter le terrible renoncé, Yugi a dû faire face à une autre menace de la part de Pegasus. Une carte qui avait déjà eu raison de Kaiba, le monde des Toons. Dans l'anime et le manga, le monde des Toons permet non seulement de transformer tous ces monstres en monstres Toons, mais également de les protéger de toute attaque de l'adversaire. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas dans le jeu de cartes. Le monde des Toons est une carte magique continue qui permet aux monstres Toons de rester sur le terrain monnayant 1000 points de vie par tour. Les monstres Toons ne sont pas des monstres transformés mais des cartes à part entière. Leur
particularité étant qu'ils ne peuvent pas être détruits le tour de leur invocation. Et j'ai bien dit le tour de leur invocation, pas tout le duel. Et ils peuvent également attaquer directement l'adversaire contre 500 points de vie de la part de l'assaillant si celui-ci n'a pas de monstre toon sur le terrain. L'adversaire. Alors oui, on est d'accord, entre l'anime et la réalité des choses, il y a une galaxie. Sauf que, ça peut limite se comprendre en fait sur ce coup-là. Dans l'histoire, Pegasus est le seul à posséder cette carte, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Or, Kaiba a racheté l'entreprise de Pegasus après sa mort. Oui, il est mort, ne regardez pas la version américaine de merde. Et on peut donc naturellement penser que Kaiba a mis le monde des toons sur le commerce, mais en modifiant les effets afin de le rendre, certes, puissant, mais avec des contraintes. Une théorie qui, je pense, permet d'expliquer les différences entre manga et jeu de cartes. Pour une fois. Numéro 2, trop de puissance. On va rester sur le rachat de Kaiba en se posant une question. Entre le tournoi de Pegasus et celui de Kaiba, qu'est-ce qui change? Le lieu, la menace, les participants, les arènes et plein de trucs. Mais au niveau des règles, eh bien 3 grands changements ont été opérés. Le nombre de points de vie qui passe de 2000 à 4000, l'obligation de sacrifice pour invoquer de puissantes créatures et une autre que je garde de côté volontairement. Sur ce point, nous allons nous concentrer sur les invocations. Lors du tournoi de l'île des duellistes, les sacrifices hors rituel n'existaient pas. On pouvait donc invoquer un dragon blanc aux yeux bleus tour 1 sans pression. Génial, non? Moyen. Imaginez ça avec nos jeux. Ok, dans Yu-Gi-Oh, des cartes comme le dragon noir aux yeux rouges, le squelette malfaisant ou encore le dragon blanc aux yeux bleus sont rares. Sauf que chez nous, pas tant que ça. C'est pour ça que Pegasus n'a pas fait appel au sacrifice selon moi. Il ne les jugeait pas nécessaires et les étoiles ne servaient qu'à donner le niveau de rareté d'une carte. Sauf que pour Kaiba, 3 éléments ont dû être fortement pris en compte. Les dieux égyptiens. Kaiba en possédait un, mais pour faire face aux 2 autres, il devait leur donner un handicap. Les sacrifices. En tant que monstre à 10 étoiles, les dieux ont besoin de 3 sacrifices pour être invoqués, ce qui les rend plus durs à mettre sur le terrain. Mais vous allez me dire mes petits susboules, pourquoi 4000 points de vie au lieu de 2000 alors? Numéro 1. Fatality. L'une des choses de l'anime qui me rendait le plus perplexe quand j'étais enfant et même sans connaître les règles du jeu, dans les premières saisons, personne n'attaque directement les points de vie. Et je n'ai jamais compris que le mec il ait 1 ou 5 monstres sur le terrain, il attaquera jamais directement son adversaire. Et là, de 2 choses l'une. Soit on peut attaquer directement et tout le monde est complètement débile dans cet univers, ou alors on ne peut pas le faire et une question se pose. Pourquoi continuer à mettre des monstres moins forts que ceux de ton adversaire s'il peut pas t'attaquer directement? Parce qu'à part perdre des créatures bêtement, je vois pas la strat là. Pour conclure avec tout ça, nous pouvons voir qu'entre le jeu de cartes et le manga / anime de Yu-Gi-Oh, il y a un fossé. Et comme pour celui de Pokémon, je pense que l'anime n'a pas vraiment aidé à prendre les jeux au sérieux. Alors que les combats sont stratégiques, plein de tactiques avec des créateurs qui renouvellent sans cesse leur mécanique de jeu, pour le grand public, Yu-Gi-Oh restera un anime aux règles stupides et incohérentes. C'est je pense une des raisons qui fait que les joueurs de Magic paraissent plus sérieux que ceux de Yu-Gi-Oh ou encore du jeu de cartes Pokémon. Car oui, le jeu de cartes Pokémon est lui aussi assez bien foutu et peut être réellement compétitif quand on connaît bien les règles. C'est dommage, mais encore une fois, la réputation prévaut sur la réalité des choses. Et n'oublions pas que malgré les censures des ricains et les règles en carton de l'anime, Yu-Gi-Oh a évolué pour devenir plus cohérent et nous a de toute façon fait passer des moments vraiment cool. Et si en plus grâce à ça certains se sont découverts une passion pour les jeux de cartes ou encore les jeux de stratégie en règle générale, alors c'est, de mon point de vue, une victoire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer, partager, ainsi que vous abonner à la chaîne. Je suis désolé pour le temps entre le dernier top et celui-là, j'espère que ce sera un peu moins long, même si ça risque de l'être quand même. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, / un serveur votre espace-temps, et que l'âme des cartes veille sur vous. Macerated down my pantalon.